Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du live de la télé du salon. Les microforêts urbaines et la culture japonaise sont à l'honneur dans le roman graphique qui a obtenu cette année la pépite de la fiction junior. Mori, signé par Marie Colo et Noémie Marcilly, nous emmène à Tokyo aux côtés de Mikiko et Kazuo et d'un botaniste passionné, Akira Miyawaki. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Colo et Noémie Marcilly ce soir. Bonsoir. 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 Alors Marie, vous avez été enseignante avant de vous consacrer à l'écriture de romans et d'albums pour les enfants depuis plus de 10 ans. Vous vivez en Belgique, à Mons. Noémie, vous êtes autrice et illustratrice. Vous publiez des albums, des bandes dessinées. Vous réalisez également des courts-métrages d'animation. Vous êtes également belge et vous vivez à Bruxelles. En seconde partie d'émission, nous allons vous retrouver toutes les deux pour une lecture dessinée de Mori. Alors déjà, félicitations pour cette pépite. J'aimerais savoir ce que représente ce prix pour vous, Marie. C'est une super belle récompense et puis une récompense collective. Donc on partage vraiment en équipe avec Noémie et puis aussi avec l'équipe de Code qui nous a vraiment merveilleusement accompagnés au cours de ce projet. Et puis c'est toujours touchant d'avoir une récompense aussi par un jury d'enfants et de savoir que l'histoire qu'on a écrite leur a parlé. Alors justement, comment est née l'idée de raconter cette histoire entre documentaire écologique et fiction ? Alors ça a été une proposition de l'éditrice Odile Flamand, qui est passionnée par le Japon et qui connaissait les microforêts. Moi aussi, parce que je suis très intéressée par toutes les thématiques écologiques et environnementales. Et donc, elle m'a partagé son envie pour la collection qu'elle venait de créer, des randonnées graphiques, d'aller dans ce type de texte. Voilà. Alors justement, cette méthode, la méthode Miyawaki, qui consiste à planter des microforêts sur des sols dégradés, est au cœur de ce récit. Pourquoi avoir choisi ce thème précisément pour mettre en lumière cette technique écologique ? C'était vraiment une thématique qui permettait de mettre en avant la nature au cœur de la ville et donc vraiment de revégétaliser le béton. Et donc ici, ça se passe à Tokyo parce que le botaniste qui a inventé cette méthode l'a d'abord testé là-bas. Et en fait, ça tombait très très bien parce que ça permettait de faire un parallèle avec cet univers de béton, des bâtiments qui poussent tout le temps et puis la lenteur des forêts qu'on peut recréer et puis qui réinvite la biodiversité au cœur des villes. Noémie, donc les illustrations de ce jardin luxuriant, elles sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé votre travail. Contraste donc avec cette ville très grise, très oppressante d'ailleurs pour les personnages. Comment avez-vous travaillé pour représenter visuellement cette méthode et ses effets ? Je me suis beaucoup documentée dans un premier temps, à la fois pour me nourrir visuellement par rapport à la ville, en fait, à ce côté aussi très organique qu'il y a dans la ville, dans la manière dont les bâtiments sont enchâssés les uns à côté des autres, etc. Et je me suis aussi beaucoup documentée sur les forêts pour voir un peu à quoi ça ressemblait ces micro-forêts, parce que c'est très très dense en fait. Les arbres sont plantés vraiment très très proches les uns des autres et donc ça crée des espèces de forêts très compactes. Et donc j'ai regardé beaucoup de documents. Et puis après une phase comme ça de documentation, j'ai un peu digéré et puis je me suis laissée un peu plus libre dans l'approche graphique de tout ça, pour rendre ça poétique aussi et trouver vraiment une écriture graphique qui corresponde à l'histoire aussi que Marie avait écrite, quoi. Et on le verra peut-être lorsque vous allez accompagner la lecture, mais quelle technique avez-vous utilisée précisément pour travailler Mori ? Alors pour Mori, en général je travaille souvent en crayon de couleur, mais ici assez rapidement je me suis rendu compte que ça marchait mieux pour cette histoire avec de l'aquarelle et de l'encre de Chine, parce que ça me permettait de travailler par tâches en fait, et donc que les couleurs se mélangent et c'est assez lumineux. Ça me permettait de travailler des couleurs très froides pour les bâtiments et vraiment quelque chose de très verdoyant. Pour les aspects plus végétaux et puis ensuite de revenir avec des touches d'encre de Chine pour préciser en fait les choses, quoi. Et le Japon, la culture, les paysages donc, sont omniprésents dans Mori.
Comment avez-vous en amont travaillé cet aspect documentaire qui est assez incroyable et assez fascinant? Est-ce que vous êtes allé sur place? Quelles sont vos sources à la fois pour l'écriture et également pour les illustrations, Marie? Alors malheureusement, aucune de nous n'est allée sur place. Pas encore. Évidemment, voilà, se plonger dans ce genre d'univers, on a toutes les deux envie d'y aller aujourd'hui. À nouveau, notre éditrice, elle connaissait très bien le Japon. On s'est fait aussi accompagner par une relectrice spécialisée qui connaissait le japonais et la culture japonaise. Et j'ai vraiment l'impression que ce travail-là, il s'est fait par couche. Et donc, comme Noémie l'a expliqué, elle, pour le dessin, moi, c'était pareil pour l'écriture. Donc, il y a eu d'abord une phase de documentation durant laquelle je me suis surtout intéressée aux microforêts et puis j'ai regardé des films, j'ai lu des livres, j'ai lu des BD, etc. qui étaient de japonaises et tout ça a permis de trouver ce qui moi me parlait en fait dans cette culture-là. Et ça c'est comme ça que l'histoire et la fiction, puisque c'est une docu-fiction, s'est dessinée. C'est que finalement dans toutes les informations que j'avais sur le Japon, en fait j'ai regardé ce qui moi venait m'émouvoir, me happer, et ce qui me permettait aussi d'aller vers la fiction tout en faisant un hommage aussi à la culture japonaise, en trouvant un équilibre. Oui, et vous, Noémie, je crois que vous avez fait des recherches aussi sur Google Maps pour vous balader dans la ville. Vous avez également travaillé sur la langue et sur les idéogrammes. Est-ce que vous pouvez parler de ce travail également ? Oui, donc c'est vrai que je me suis pas mal baladée dans Tokyo sur mon écran. Et puis j'ai aussi récupéré des photos qu'on m'a fait passer de Tokyo. J'ai une amie aussi japonaise qui m'a juste parlé en fait de Tokyo parce qu'elle connaît bien et curieusement en fait le fait qu'elle m'en parle, ça m'a visuellement débloqué sur certains aspects, dans la manière dont elle ressentait la ville, quoi. Et c'est vrai que par rapport aux idéogrammes, c'était compliqué parce que y en a en fait dans la ville, c'est omniprésent. Quand on regarde des images de Tokyo, il y en a partout sur les enseignes lumineuses, etc. Et donc je devais trouver une manière d'interpréter ça, ne connaissant pas moi-même en fait la langue, mais donc je me suis imaginée comme si moi je me baladais dans Tokyo et que je faisais des croquis. C'est-à-dire que voilà, j'ai trouvé une manière d'interpréter, d'intégrer graphiquement ces idéogrammes dans mon approche graphique. Voilà. Et dans le texte également, donc on a la langue japonaise qui est présente, des mots, des interjections au fil du texte. Pourquoi faire entendre la langue et aller aussi loin aussi dans la retranscription de cette culture ? Là, c'était pour aussi la musique du texte et pour le souffle. Donc, on tenait vraiment à ce que toutes ces interjections, ces onomatopées soient présentes et apportent un peu la saveur, la musicalité aussi dans les dialogues et pas uniquement dans la narration à proprement parler. Donc, on voulait aussi, c'était une manière différente de mettre cela à l'honneur. Et puis, en plus, c'est très, très important dans le japonais, dans les conversations courantes. Il y a vraiment une participation des interlocuteurs à la conversation et on voulait aussi mettre ça en avant. Alors on suit Mikiko et Kazuo sur plus de 10 ans de leur enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. Ils sont très influencés par Akira. Comment est-ce que vous avez travaillé cet aspect-là, donc à la fois l'aspect plus biographique autour de ce personnage connu et qui existait, et puis cette invention autour de ces deux jeunes gens très influencés par ce personnage ? Et moi, je suis vraiment entrée dans l'histoire et dans l'univers via le personnage en fait de Mikiko, qui s'est imposé très très vite avec la douleur qu'elle a elle et cette histoire de fissure et de la disparition de son papa. Et en fait, je pense que ça a été aussi un fil conducteur émotionnel qui a permis de tisser du lien entre les différents personnages et puis la figure d'Akira, parce que finalement, c'est une petite fille à la base de l'histoire qui est assez seule et donc qui recherche ce lien avec les autres et qui va le découvrir à travers la nature et puis dans ce jardin avec les gens qu'elle va apprendre à aimer et à connaître. Merci. Donc avant de nous retrouver sur le plateau pour une lecture dessinée, nous allons partir en cuisine avec Sabine Révillet qui nous donne 3 ingrédients pour écrire une bonne pièce de théâtre pour les enfants. Mes 4 ingrédients pour écrire une histoire de théâtre sont une oreille, des feuilles éparpillées, une forêt et le temps. Mon premier ingrédient pour écrire une pièce de théâtre, c'est une oreille.
Je me transforme en oreille et j'écoute tout ce qui se passe autour de moi. J'écoute les sons, tous les bruits et surtout les conversations, les dialogues, tout ce que je peux saisir dans la rue. Une émission, je lis un article de journal, ces paroles entrent à l'intérieur de moi, bourdonnent, ça crée presque comme une idée fixe, ces paroles restent, s'incrustent et puis ça commence à grésiller. Et ça grésille, ça ne me laisse pas dormir, ça ne me laisse pas en paix. Il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je l'écrive. Et de là naît un thème et peut-être des personnages qui commencent à me parler. Et je commence à les écouter. Et donc, c'est des thèmes, des sujets qui me semblent injustes, qui se passent dans la société ou que je ne comprends pas. Notamment, je pense à 86 400 secondes, où là, ça parle des adolescents qui découvrent la sexualité sur Internet. Et là, je me dis, mais comment ça se passe, en fait, concrètement, quand on a 12 ans et qu'on on découvre ce que c'est l'acte sexuel, faire l'amour sur Internet. C'est incompréhensible, il faut que je mette des mots dessus. Alors, mon deuxième ingrédient, c'est la forêt. La nature, le bol d'air. J'ai besoin de m'aérer l'esprit. Donc, je vais marcher. Je vais surtout me déplacer. Donc, s'il y a une forêt près, c'est super. C'est toujours de l'écriture, en fait. Pour moi, écrire, c'est autant écrire que ne pas écrire, en fait. Inventer une histoire, c'est aussi ces moments-là où je suis ailleurs. Et quand je me déplace, en fait, c'est mon corps aussi qui vit, qui respire, en fait. Comme si l'histoire, à un moment donné, elle descendait dans mon corps et dans mes pieds et dans mes jambes. Et donc, l'histoire s'écrit autrement. Au début, je m'obligeais à écrire assise à un bureau pendant des heures. Et je me suis bien rendu compte que c'était pas forcément très productif. Alors, mon troisième ingrédient est très important, c'est le temps. Le temps parce que quand j'estime que mon texte est terminé, enfin en tout cas le premier jet en fait, le premier élan d'écriture, je prends mon texte et je le mets dans un tiroir et je l'oublie, je fais autre chose, puis je reviens, je relis mon texte et je le repose. L'oubli est important, c'est une manière de voir si finalement, comment évolue le texte en fait, comment finalement il évoluerait à côté de moi et qu'est-ce qu'il devient. Et là, c'est presque le moment où moi je m'en dessaisis du texte, puisque je le dépose dans un tiroir. C'est aussi un moment où quand je le reprends, je vais peut-être commencer à le lire à voix haute, le lire à des gens. J'ai besoin qu'il voyage. Donc du tiroir ensuite après dans les mains d'autres personnes. Ce moment est très important parce que c'est comme laisser gonfler une pâte, laisser reposer une pâte de gâteau ou de laisser mijoter un plat. Et à un moment donné, voilà, on prend ce plat où tout est là. Et donc c'est vraiment un moment très important pour moi, ce temps. Effectivement, il y a des ingrédients indispensables en ce qui me concerne pour écrire une pièce de théâtre, sachant que chaque texte, chaque histoire nécessite quand même peut-être un petit ingrédient mystère, un petit ingrédient unique qui fait que moi j'ai toujours envie d'écrire parce que c'est jamais la même chose, jamais tout à fait la même recette. Nous sommes de retour sur le plateau pour une lecture dessinée de Maury avec Marie Collot et Noémie Marsili. Mikiko a 4 ans. La nuit, Mikiko se sent encore plus seule. Elle aimerait que sa maman soit là, tout près, qu'elle ne travaille pas si tard, à l'autre bout de la ville. Quand elle s'en va, alors que le soleil se cache derrière les immeubles trop hauts, il ne reste que Massane. Leur voisine ne sort jamais. Elle regarde ses émissions dans l'appartement d'à côté. Sa porte est ouverte chaque soir. Son téléviseur fonctionne sans interruption. Mikiko ne quitte pas des yeux la lumière fluorescente qui filtre dans le couloir. Elle observe ses variations, mais ça ne suffit pas. Sa poitrine va exploser. Mikiko se faufile pieds nus jusqu'à l'appartement de Massane. Elle grimpe sur le futon, pose la tête sur les cuisses de la vieille dame qui l'accueille d'une caresse sur la joue.
Son corps moelleux rassure la petite fille. Installée tout contre elle, impossible qu'une fissure l'avale. Mikiko voudrait remercier la voisine de manger tant, de la protéger du pire à chaque nouvelle bouchée. Elle sait qu'elle ne peut pas, c'est interdit. Sa mère répète souvent qu'il faut garder certaines vérités pour soi. Ça fait beaucoup de silence, pense Mikiko. Elle serre la main de Masan, ferme les yeux. Elle essaye d'oublier le bruit des tronçonneuses à l'écran. Elle essaye d'oublier la nuit trop longue et son souffle trop court. Elle essaye d'oublier les tremblements de terre partout. Soudain, derrière ses paupières, les arbres se tiennent debout. Leurs branches flottent dans un ciel baigné de soleil. Le vent murmure, les feuilles frémissent à cette mélodie et Mikiko respire. Mikiko a 8 ans. Sur la fenêtre salie par les pluies torrentielles des dernières semaines, chaque goutte d'eau a marqué le verre. Mikiko écarquille les yeux. Dehors, elle ne découvre pas un terne vis-à-vis bétonné, mais un terrain vague. La terre a la même couleur que le bois du torii de Meiji Jingu. Par-ci, par-là, elle est nappée de points d'un vert rafraîchissant. La fillette pose ses mains moites sur la vitre. Ses doigts semblent plantés dans ce paysage inespéré. Et à Paris, ça a l'air d'un endroit fabuleux pour jouer, se réjouit-elle. Déjà, Mikiko traverse la cour où elle ne passe d'habitude qu'avec sa mère, le mercredi, pour déposer leur sac poubelle. Elle atteint le muret qui la borde, y découvre une porte en bois vermoulu. Elle n'y avait jamais prêté attention avant. Au moment de la pousser, la petite fille sursaute. Elle a entendu un bruit étrange et régulier, un coup sec, métallique, qui ne lui donne plus envie d'avancer. Elle se fige, préfère regarder par un interstice entre deux pierres. Sur le terrain retourné à l'état sauvage, elle aperçoit le retraité du rez-de-chaussée. Sa chemise lui colle à la peau et la sueur perle sur son front ridé. Il est accroupi à côté de plantes minuscules, à peine plus hautes que le bonsaï sur l'appui de fenêtre. Dans ses mains terreuses, il en tient une aux racines longues comme des ramens. Il la place dans un trou et rebouche le tout. Assis à 2 pas, un chat blanc, aussi curieux que Mikiko, observe les mouvements du vieil homme. Quand l'animal a reçu sa dose de caresses, il se tourne vers le muret. Ses yeux jaunes transpercent la petite fille. Il miaule dans sa direction et vite, vite, elle s'enfuit. Mikiko a 10 ans.
Sur le gâteau blanc garni de fraises, il y a 10 bougies. Dans la boîte que Mikiko a reçue en cadeau, 65 crayons de couleur. Est-ce autant que l'âge d'Akira Sensei ? Se demande-t-elle. Elle aimerait que le vieil homme soit là pour fêter son anniversaire. Tu le vois assez souvent dans son jardin, décrète sa mère. Mama, c'est une forêt. Nani, en pleine ville. Sa maman désigne les immeubles en construction dans le quartier. D'ici, je ne vois qu'une jungle de béton et elle s'élève à toute vitesse, elle. Nos plantations aussi. Elles poussent 10 fois plus vite que les autres, rétorque la petite fille débordante d'enthousiasme. Sonanda, ça m'étonnerait. En bas, les jeunes pousses ont grandi. Leurs tiges ont gagné en diamètre et en hauteur. Elles s'élancent paisiblement vers l'infini du ciel. Ces derniers mois, leur cime a dépassé Mikiko. Leur silhouette s'affirme au fil des saisons, comme la sienne. Elles n'auront bientôt plus besoin de nous, assure Akira. Son assistante fait confiance au botaniste. Mikiko a 12 ans. Les arbres sont désormais beaucoup plus grands que Mikiko. Comme Akira Sensei l'avait promis, ils n'ont plus besoin d'eux. Ils poussent, libres et gracieux, dans tous les sens. La forêt est peuplée d'insectes, du cloporte au mille-pattes le plus dodu. Les oiseaux de passage ici flottent sans qu'on les aperçoive parmi les branches entremêlées. En octobre, les feuilles flamboient, elles enfilent leurs robes chamarrées. Fauve, carmin, ocre, acajou, corail et tant d'autres nuances. Une palette chromatique digne des plus grands peintres. Des racines aux cimes, la végétation tisse un monde tranquille et touffu qui se transforme chaque jour. Ces variations inspirent Mikiko. Elle a toujours avec elle ses crayons bien taillés. Akira, lui, sait très bien où il veut aller. Il a accroché dans son bureau un plan du quartier. En rouge, il a entouré les lieux où créer des micro-forêts. Au bord des autoroutes, sur les anciennes places de stationnement, les friches industrielles ou en lisière du centre commercial. Plus l'endroit est décati et le sol appauvri, plus ça semble l'intéresser. Il ne craint pas les difficultés. Selon lui, il suffit de bien nourrir et préparer la terre pour que les plants s'y trouvent à leur aise. Il inscrit chacun de ces principes dans un énième cahier. Il y rédige des pages et des pages, du matin au soir, d'une écriture soignée. Sate, sate. Akira Sensei est aussi indisponible que ma mère, déplore Mikiko. Mikiko a 15 ans. Mikiko et Kakuzo se retrouvent tous les jours dans la forêt. Ils croisent souvent le quadragénaire du 6e
et la dame trop bavarde du premier. Des voisins ont désormais l'habitude de prendre un bain de nature. La porte en bois vermoulu n'est plus jamais fermée. Certains habitants du quartier passent, s'en vont, reviennent, comme les abeilles butinent de fleur en fleur au printemps. Quand plus aucun visiteur ne flâne dans la végétation exubérante, ils restent en tête à tête de plus en plus longtemps. Mikiko a 18 ans. Assise sur ses talons, au milieu de la pièce en désordre, Mikiko parcourt ses dessins. Il y en a des centaines, d'abord naïfs et maladroits, de plus en plus stylisés. Toute son enfance défile sous ses yeux et dans ses mains. Elle aimerait la retenir encore un peu. Le temps est passé si vite. Il a opéré, lui aussi, un fameux nettoyage. Des milliards d'instants vécus. Il ne reste pas autant de souvenirs. Ceux qu'elle a oubliés ont-ils disparu à jamais ? Devant ses carnets grands ouverts, elle repense à ce samedi incroyable où elle a épié Akira Sensei pour la première fois. Depuis, les années ont creusé des rizières de rides sur son visage. Son pas s'est ralenti. Seuls ses projets continuent d'avancer à un rythme effréné. Graines d'espérance, aurores au printemps, déjà des géants. Cette très belle lecture. Le live, c'est fini pour ce soir. La dernière émission, c'est demain, avec Ralph Doumit pour une lecture musicale de son roman Pauline et Marco.